Bien, bonjour à tous. Il m'appartient d'introduire cette rencontre en ma qualité de vice-recteur de l'Université catholique de l'Ouest, mais aussi en tant que titulaire de la chaire Afrique de l'Université catholique de l'Ouest, puisque c'est cette chaire Afrique qui a organisé ce moment de rencontre. Monseigneur, Déborah, puisqu'on a une autre intervenante qui n'a pu venir du fait d'un problème d'obtention du visa, mais qui sera avec nous à distance. Donc pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais elle est connectée, elle est juste derrière cette diapositive de présentation générale. Donc Monseigneur, Déborah, chers collègues, chers étudiants, c'est pour moi une vraie joie de vous accueillir et d'ouvrir, en ma qualité donc de titulaire de la chaire Afrique de l'Université catholique de l'Ouest, cette rencontre autour de la thématique « Développer des projets à impact en Afrique », 2 alumni de l'UCO témoignent. C'est une vraie joie parce que c'est un moment primordial dans les relations qu'entretient l'UCO avec l'Afrique et plus exactement en raison de tout ce que l'UCO reçoit au travers de ses relations avec l'Afrique et à la hauteur desquelles elle essaie de se hisser. Permettez-moi, pour donner un tout petit peu de consistance à mon propos, de relater un témoignage personnel. J'avais un peu plus de 20 ans, probablement l'âge de nos étudiants, quand j'ai découvert l'Afrique et me suis rendu pour la première fois au Bénin. J'accompagnais un très bon ami qui, après avoir fait sa coopération au petit séminaire de Natitingou, dans le nord du Bénin, a décidé de rejoindre les jésuites quelques années après. Il est reparti au Bénin pour annoncer sa décision à tous ses amis et m'a emmené avec lui dans ses bagages. Et j'ose dire, et je l'assume, que ce que j'ai vécu à ce moment-là a été fondateur et déterminant pour l'homme que je suis devenu. C'est difficile de mettre tout cela en mots, mais je vous en livre quelques-uns qui, pour moi, portent l'essence intime de ce que j'ai vécu à ce moment-là. La joie, la gravité, la sagesse, la délicatesse, la générosité, la gratuité, la confiance, l'abandon et la disponibilité. En 8 semaines, à traverser le pays du nord au sud, comme nous le pouvions, et à séjourner dans des familles, des paroisses, des établissements, des orphelinats. J'ai découvert que j'étais, malgré mon âge, déjà un jeune homme atteint par l'âge de mon rapport au monde, alors que l'Afrique était ce continent traversé par une puissance de vie qui remet tout dans le bon sens. Bref, j'ose le dire, l'Afrique est, pour qui s'engage à la rencontrer, une expérience fondatrice. Allez-y, séjournez-y, prenez le temps de vous laisser atteindre par elle et vous ne serez plus jamais la même personne. Et c'est exactement ce que l'Afrique nous offre, que l'UCO, notre université, veut recevoir et désire et attend d'elle. C'est cela dont elle veut prendre soin et qu'elle veut promouvoir et servir. L'outil qui est le sien est sa chaire Afrique. Lancée dans les années 2018, à l'invitation du cardinal archevêque d'Abidjan de l'époque, Monseigneur Koutoua, sa première intuition a été de tisser des partenariats entre l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, et particulièrement son unité universitaire d'Abidjan, et l'Université catholique de l'Ouest, l'UCO. L'appel qui nous était lancé
était de faire université ensemble, et plus précisément de nous recevoir et d'œuvrer ensemble comme université sœur, puisque nous nous prévalons d'une filiation commune, à savoir Monseigneur Orchamps, ancien chancelier de l'UCO et père fondateur de l'UCAO. Chemin faisant, ce projet s'est exprimé d'une autre façon. Faire l'expérience de la rencontre, faire l'expérience de passer du temps ensemble, faire l'expérience d'œuvrer ensemble, faire l'expérience de se former ensemble, faire l'expérience de travailler ensemble, faire l'expérience de s'enrichir mutuellement et réciproquement. Dans cette logique, l'accueil d'étudiants africains au sein des formations de l'UCO est plus qu'une chance. C'est, j'ose l'expression, une bénédiction. C'est une réalité qui nous fait grandir et nous comble de bien. Nous, l'UCO, parce que cet accueil nous stimule à offrir le meilleur de nous-mêmes et à recevoir l'irremplaçable richesse de chacun de ces jeunes étudiants qui nous font confiance et qui nous rejoignent. Mais aussi, vous, continent africain, parce que nous faisons le pari, et plus que cela, parce que nous sommes mus par la conviction qu'à l'appui de ce que ces jeunes auront appris et vécu ici à l'UCO, ils auront les moyens de contribuer au service du bien commun et du développement de chacun des pays dont ils proviennent. De cela, Monseigneur et Déborah, vous êtes la preuve. Vous êtes des témoins emblématiques du fait que venir étudier à l'UCO n'a pas été qu'une étape de votre vie. Cela a été et continue d'être, je l'espère et je le crois, à la fois un point d'appui et un tremplin pour l'enrichissement de votre pays au travers de votre engagement et de vos activités. Je vous remercie donc chaleureusement, en mon nom et au nom du recteur de l'UCO, Laurent Péridi, de votre présence ici, même si cette présence se réalise à distance. Votre présence à nos côtés nous honore et elle nous oblige. Digne représentant de la faculté des humanités, de la faculté des sciences et de la faculté de théologie, mais aussi proche des questions qui se travaillent au sein des autres facultés de notre université, nous attendons votre parole comme une promesse d'inspiration. Je vous la donne donc, cette parole, sans oublier de saluer les mécènes qui rendent possible l'aventure de la chaire Afrique de l'UCO, dont M. Le Garda, président du groupe Vallée, qui a eu la gentillesse de nous adresser un message que je vous lirai tout à l'heure. Bonne et féconde rencontre à tous. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre de ces mots d'introduction. Je serai ce matin le modérateur de cette conférence, qui ne se veut d'ailleurs pas être une conférence, mais plutôt une table ronde, durant laquelle nos deux témoins pourront partager leur parcours. Et je serai donc accompagné de mademoiselle Indira Oungé, qui est étudiante en licence 3 économie-gestion, qui est une étudiante ivoirienne arrivée à l'Université catholique de l'Ouest il y a donc 4 ans. Je suis Clément Bedoué et je travaille au département du recrutement international, qui est le service qui s'occupe de la promotion de tous les programmes de l'UCO, tout campus confondus, à l'international, et je recrute particulièrement sur le continent africain. Donc 2 invités ce matin, 2 invités de marque, Monseigneur Gonzalo, évêque de Porto Novo au Bénin, et Déborah Niagne, entrepreneuse à succès ivoirienne, qui donc témoignera à distance pour le coup. Je jouerai le rôle de modérateur, qui est un rôle particulièrement ingrat dans ce genre d'occasion, puisque je n'ai aucunement envie de modérer les propos de nos invités, qui auront certainement plein de choses intéressantes à nous dire, mais je me plierai à la règle du jeu. 30 minutes seront accordées à leur témoignage personnel, 15 minutes chacun. L'honneur sera donné à Déborah.
15 minutes durant lesquelles chacun pourra nous présenter son parcours de vie, son parcours d'études à l'UCO, son parcours professionnel. Ensuite, s'en suivront 20-30 minutes de table ronde, durant lesquelles Pierre Huskla, Indira et moi-même poserons des questions à nos invités. Et puis la parole vous sera donnée durant 15-20 minutes également. Vous pourrez poser toutes vos questions. L'idée étant que les questions que nous allons poser, nous, ici sur scène, même si elles vous paraîtront peut-être décousues, sans connexion les unes après les autres, elles initient chez vous des réflexions sur lesquelles vous pourrez rebondir pendant ces 15-20 minutes d'interaction avec nos invités. Et puis un mot de conclusion qui sera de nouveau prononcé par Pierre Huskla. Donc Monseigneur et Déborah, un grand merci de votre présence. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous en ce froid hivernal angevin qui doit être, je le pense, très dur à supporter. Donc première question qu'on vous adresse ce matin. Chacun à votre tour, pourriez-vous nous parler donc de votre parcours de vie, de votre parcours d'études à l'UCO? Qu'est-ce qui, au moment de votre mobilité étudiante, vous a poussé à choisir l'UCO? Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour d'études à l'UCO? Et dans quoi aujourd'hui vous œuvrez professionnellement dans les missions qui sont les vôtres? Et donc je laisse la parole à Déborah. Ok, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Merci infiniment, merci à tous, merci à Pierre, merci à Clément, merci à l'UCO. C'est un honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui. Et pendant le discours de Pierre, j'ai senti l'émotion remonter quand il a parlé de joie, de gravité, de sagesse, de générosité, confiance, abandon, disponibilité. Ce sont des mots qui me parlent et qui résument vraiment mon retour en Afrique en 2013. Alors, moi, je suis ivoirienne, de nationalité ivoirienne. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai eu le bac en Côte d'Ivoire. Et après le bac, donc, je suis allée étudier en France. J'ai commencé par Reims, j'ai fait mes 2 premières années à Reims. Et après Reims, j'ai rejoint l'UCO. Alors, pourquoi l'UCO? Bon, c'était un choix qui a été fait avec l'implication de mes parents, bien évidemment, un parcours mathématique. Bon, je viens d'une famille catholique pratiquante. Et en Côte d'Ivoire, j'avais fait un parcours dans une école confessionnelle catholique. Donc, je pense que ça a joué dans le choix. Il y a aussi l'ouverture sur les formations assez pointues, un enseignement assez rigoureux. Donc, j'ai rejoint l'UCO en 2005. Oui, 2005. Et ça a été vraiment des moments qui ont construit, qui m'ont aidé à avoir des atouts et à me préparer pour la suite de ma carrière professionnelle. À l'UCO, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'encadrement, les formations, les projets que les professeurs nous confiaient. J'ai appris à travailler en équipe à travers les binômes et les trinômes conformés. J'ai appris tout ce qui est programmation informatique, etc. Et tout. Donc, vraiment, il y avait une formation assez polyvalente. Okay. Et bien évidemment, le fait de faire un semestre à l'étranger. En Master 1, j'avais fait le premier semestre à Hong Kong Baptist University, dans le cadre des échanges d'étudiants organisés par l'UCO. Et ça a été vraiment un des moments bénéfiques pour la suite de ma carrière professionnelle. Donc, après, j'ai fait mon stage de fin d'études, donc le stage du Master 2 au Luxembourg, et donc j'ai eu mon premier emploi au Luxembourg. J'ai travaillé au Luxembourg 5 ans, et après les 5 ans, je suis rentrée en Afrique, en Côte d'Ivoire. Alors, c'était dans mes plans, c'était vraiment dans mes plans, le fait d'étudier en France et d'acquérir mes premières expériences professionnelles en Europe et ensuite rentrer en Afrique. Donc, quand je suis rentrée en Afrique, j'ai tout de suite eu une fonction régionale. C'est vrai que j'étais basée à Abidjan, mais j'avais une fonction régionale qui me permettait d'intervenir sur pratiquement tous les pays de la sous-région. Donc, j'ai connu le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et ça a été vraiment des moments qui ont forgé ma personnalité et qui ont renforcé
l'assurance que j'ai, la confiance que j'ai et ma connaissance du continent africain, en tout cas toute la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et donc, j'ai travaillé en Afrique, j'ai occupé des postes de direction générale et puis plus tard, j'ai décidé d'entreprendre. Et donc, j'ai créé un groupe de courtage en assurance qui a une ambition panafricaine. Le groupe a une filiale, sa première filiale a été créée au Bénin, ensuite en Guinée-Conakry, la troisième au Burkina Faso, et je suis en train de travailler sur l'ouverture prochaine de la filiale ivoirienne. Donc, l'ambition, c'est vraiment d'être présent dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et notre mission, c'est d'offrir aux clients, entreprises, aux particuliers, les meilleures solutions d'assurance et gérer toute la partie sinistre. Donc, c'est ainsi résumé mon parcours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Déborah. On a senti en ces quelques minutes toute l'audace des projets que tu oses porter et l'audace d'être rentré également sur ton continent et dans ton pays. Et je laisse désormais la parole à Monseigneur Gonzalo. Bonjour à tous et à toutes. C'est une grande joie pour moi de me retrouver dans cette université après 13 ans d'absence. Je suis béninois, originaire de Porto Novo, au sud-ouest du Bénin. C'est la capitale du Bénin. Le Bénin se situe en Afrique de l'Ouest, entre le Nigeria à l'est et le Togo à l'ouest. Et au nord, nous avons le Burkina Faso et le Niger. Au sud, l'océan Atlantique. J'ai fait toute ma formation au Bénin, ma formation à l'école jusqu'à l'ordination comme prêtre. En fait, j'ai fait tout le cours primaire au Bénin et ensuite, je suis allé au séminaire, ce qui correspond au niveau collège et lycée. Et j'ai donc fait toute ma formation au séminaire jusqu'au bac. Et après le bac, je suis allé au grand séminaire pour le cycle de philo qui dure 2 ans et le cycle de théologie qui dure 4 ans. Au terme des 6 années de formation au grand séminaire, j'ai été diplômé de l'Urbanienne à Rome, donc la théologie, le baccalauréat en théologie. Et c'est après cela que j'ai été ordonné prêtre en 92. Et après mon ordination comme prêtre, j'ai été envoyé comme professeur au séminaire au niveau lycée, seconde, première, terminale, pour enseigner le français, le latin et les cours d'instruction religieuse. Et après 5 années, mon évêque a estimé qu'il fallait que je fasse des études supérieures pour être davantage au service des jeunes qui étaient en formation. Et il a pensé à l'Université catholique de l'Ouest parce que lui-même est un ancien de l'Université catholique de l'Ouest. Nous aurions pu exploiter nos propres structures sur place pour les études supérieures, mais il a estimé que une qualification à l'UCO serait bienvenue pour l'Église au Bénin. Donc j'ai été envoyé à l'UCO de 1997 à 2001 et j'en suis sorti avec la maîtrise en lettres modernes. Et cette maîtrise portait sur l'intertextualité biblique dans Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Et c'était sous la direction de Mme Christine Fontenot et de M. Bertrand Ham que je suis heureux de retrouver ici aujourd'hui. Et en 2001, je suis rentré au Bénin pour continuer d'enseigner les lettres au séminaire. Et cela avec une certaine qualification, ce qui donne vraiment une garantie pour les jeunes que nous formions, que nous préparions au bac. Et en 2004, en fait, je précise que j'avais fait, de 2001 à 2004, j'avais fait un double cursus. J'étais inscrit à la faculté des lettres
en ce temps-là, en ce moment, c'était l'ILH, et à la faculté de théologie également. Et en 2001, donc il y avait un double résultat, la maîtrise en lettres et la maîtrise en théologie. Et je suis rentré au Bénin en 2001, et le maître de mémoire en théologie, en maîtrise de théologie, avait souhaité que je puisse revenir pour la thèse, mais à condition que je rentre au Bénin et que j'envoie les épreuves qui vont être corrigées par lui, ce que nous avons fait pendant 3 ans. Et en 2004, je suis revenu pour 6 mois afin d'achever les travaux pour la thèse et de soutenir la thèse en juin 2004, thèse de doctorat en théologie sur la formation dans les grands séminaires au Bénin. Je suis rentré en 2004 au Bénin, je pensais que c'était fini, mais mon évêque m'a demandé de revenir en 2008 pour la thèse de doctorat en lettres modernes. Et nous avions postulé à l'UCO, mais l'UCO n'était pas encore intégralement dans le système LMD. Et l'UCO m'a orienté vers l'Université d'État Belleveille. Et c'est ainsi qu'en 2008, je me suis retrouvé à Belleveille pour la thèse de doctorat. Et en 2012, j'ai soutenu ma thèse sur l'inspiration biblique dans les œuvres romanesques de Marguerite Duras. Et je suis rentré au Bénin en 2012 définitivement. Et j'ai été nommé curé de paroisse, une toute petite paroisse de mon diocèse, parce que je n'avais vraiment pas d'expérience paroissienne en tant que telle. J'ai passé pratiquement toute ma vie de prêtre comme formateur au séminaire. Et après 3 années de formation, après 3 années d'exercice de ministère en paroisse, en 2015, j'ai été nommé évêque de Porto-Novo et depuis 10 ans, je suis évêque de Porto-Novo. Merci. Merci, Monseigneur. Donc on voit bien déjà à travers la brève synthèse des 2 parcours de nos alumni que les motivations d'études, bien que fortes, n'étaient pas dictées par les mêmes intérêts, n'étaient pas dictées par les mêmes impératifs, là où Déborah, de par un projet, je dirais, de famille, a envisagé des études en France et a pris la propre initiative de rentrer en Afrique pour développer ses projets. Monseigneur est venu étudier dans le cadre d'une mission d'études qui était conditionnée par un retour au pays. Donc on a bien 2 mobilités qui sont tout à fait différentes, mais pour un résultat final qu'on peut considérer comme similaire, sinon identique, qui est le retour au pays pour servir leur propre communauté. Donc on va passer à la phase de table ronde, où chacun notre tour, nous pourrons adresser des questions à nos invités. Je me permets de poser la première question, qui sera peut-être une remise en contexte au regard du titre de notre rencontre de ce matin, donc développer des projets à impact en Afrique. J'ai envie de partir du postulat que pour qu'un projet soit à impact, qu'il soit impactant, il faut que ce projet s'intègre dans des mutations contemporaines, les mutations du continent, les mutations de vos pays dans lesquels vous résidez, et qu'il réponde en effet à des enjeux de développement, qu'ils soient économiques, culturels, éducatifs évidemment, environnementaux, technologiques, quels qu'ils soient. Est-ce que vous sauriez nous dire, de manière assez synthétique aujourd'hui, quelles sont justement ces grandes mutations et quels sont les grands enjeux auxquels font face vos pays respectifs? On peut laisser la parole à Déborah également. Oui, ladies first. Merci. Je vais parler de façon générale. En Afrique, nous avons de grands défis à relever. Je vais parler de l'inclusion financière. Vous savez, nos économies sont fortement portées par le secteur informel. Et donc, nous avons certains challenges liés à la mobilisation de l'épargne venant de ce secteur-là. On a des défis en termes de santé, pouvoir avoir des infrastructures sanitaires correctes, des professions médicales compétentes. On a des défis en termes d'énergie.
nos pays ne sont pas à 100% couverts en termes de distribution d'électricité. Pareil pour la connexion Internet. D'ailleurs, si de temps en temps vous me voyez déconnecté, sachez que quelques secondes plus tard, je serai reconnecté à nouveau. Donc, c'est un peu instable. Nous avons des défis en termes de transformation agro-industrielle. Nos pays sont très, très riches de leurs ressources vivrières, mais on a comment dire, des défis à relever en termes d'industrialisation. Il y a aussi le transport des personnes. Il y a quelques années, il y a, je dirais, 15 ans en arrière, c'était très difficile de rejoindre, de partir d'une capitale africaine à une autre. Il fallait prendre Air France, remonter sur Paris, redescendre, par exemple, pour faire Abidjan-Niamey. Il fallait faire Abidjan-Paris, ensuite Paris-Niamey. Mais aujourd'hui, on a des compagnies aériennes régionales qui arrivent à desservir les différentes capitales, mais c'est pas encore le top parce que, par exemple, j'ai été à une conférence à Nouakchott, en Mauritanie, je crois il y a 2 ans. J'ai dû faire, je crois, Cotonou, Abidjan, Dakar, Nouakchott. Donc, c'est un peu compliqué de se déplacer. Donc, c'est vraiment ce que je peux citer comme secteur à fort enjeu. Il y a aussi la cybersécurité on en parle de plus en plus. Il y a des conférences qui sont organisées chaque année, il y a des groupes de réflexion. C'est un vrai sujet parce que moi qui travaille dans le secteur des assurances, je vois des sinistres de cybercriminalité, mais sans forcément voir en face des dispositifs solides pour contrecarrer cette cybercriminalité. Je vous remercie. Alors, pour ma part, moi, j'insisterai beaucoup sur les défis qui voudraient mettre l'homme debout aujourd'hui. Et je les situe à 4 niveaux. D'abord, au niveau de la formation humaine, former l'homme aujourd'hui. Ensuite, la formation morale. Quel type d'homme nous voulons avoir aujourd'hui? Puis, la formation intellectuelle. Quel genre de qualification nous voulons donner aujourd'hui à la jeunesse? Sans oublier, pour finir, la formation spirituelle. Et je reste persuadé que la formation que j'ai reçue à l'UCO me permet, d'une manière ou d'une autre, de répondre à ces défis-là aujourd'hui face aux jeunes dont j'ai la responsabilité, face aux hommes et aux femmes dont j'ai la responsabilité. Merci de ces apports contextuels. Est-ce que vous pensez que ces grands défis, ces grandes mutations que vous venez de nous présenter sont aujourd'hui comprises par les autorités qui vous gouvernent et les auraient alors érigées comme priorité nationale en matière de développement? Et puisque cet événement s'inscrit dans les jours pro, est-ce que finalement, d'enjeux de développement, on peut se dire qu'il y a aussi des opportunités d'emploi ou des opportunités pour nos jeunes à entreprendre dans ces secteurs-là en Afrique? Gardons le même tour de parole, hein, Déborah, si tu veux. Ok. Alors oui, je confirme que les gouvernements africains prennent au quotidien la pleine mesure des enjeux que nous avons. Et aujourd'hui, les programmes gouvernementaux tournent autour de la quête des solutions pour faire face aux différents enjeux. Dans tous les pays de la sous-région, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, les choses s'améliorent, les choses avancent. On voit une vraie volonté d'améliorer les choses. Et cela, effectivement, crée des opportunités dans l'entrepreneuriat, des opportunités d'emploi, etc. Maintenant, c'est bon, la petite
expérience que j'ai en Afrique me montre que, bon, il ne faut pas se reposer à 100% sur les politiques ou les gouvernementales. Les gouvernements font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais à côté, il y a le secteur privé qui se renforce de plus en plus grâce à des acteurs africains, européens, enfin, des personnes venant du monde entier qui sont sensibles aux enjeux et qui essaient de contribuer à leur manière au développement économique et social de nos pays. Donc, c'est vraiment, enfin, en fait, le chantier est tellement vaste qu'il faut vraiment plusieurs forces pour y arriver. Pour ce qui me concerne, je voudrais simplement souligner que il y a des efforts qui sont faits aussi bien avec le gouvernement en place que l'Église. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour la promotion de la jeunesse? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour aider la jeunesse dans sa quête d'emploi, dans son insertion professionnelle? Et au niveau des trois ministères, ministère de l'enseignement maternel, enseignement primaire et secondaire, enseignement universitaire et enseignement supérieur, nous voyons tous les efforts qui sont faits pour que les jeunes ne soient pas obligés de quitter leur pays pour aller faire d'autres recherches ailleurs, mais qu'on leur offre des structures sur place pour pouvoir faire valoir leurs talents, leurs potentialités, leurs aptitudes. Et l'Église même n'est pas en marge de cette recherche-là. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'aider les jeunes. Il faut reconnaître que chaque fois que nous allons à la rencontre des jeunes, la question de l'emploi revient toujours en surface. Alors, nous nous sentons le devoir d'être proches d'eux et de relever ce défi de l'emploi, de l'insertion professionnelle au Bénin. Rebonjour. Merci à vous deux pour ces paroles si motivantes et enrichissantes. Dans un premier temps, j'ai une question pour Madame Déborah. Je voudrais savoir quels conseils donneriez-vous aux jeunes étudiants africains qui souhaitent se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat ou de l'assurance, particulièrement aux jeunes femmes. Merci. Ok. La question est très, très dense, surtout qu'on parle du genre. Alors, je vais répondre en deux étapes. Première étape, les conseils que je peux donner aux étudiants africains, c'est de croire en l'Afrique. Malheureusement, internationaux, on met plus l'accent sur les côtés négatifs. On va vous montrer des conflits armés, on va vous montrer des gens qui crèvent de faim, etc. C'est des choses qui arrivent, effectivement, mais ça ne concerne pas tout le continent. Et donc, donc c'est vraiment de croire en l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, vous avez un continent qui a un positionnement unique dans la chaîne des valeurs mondiales. En termes de population, dans les pays africains, dans certains pays africains, vous avez la tranche d'âge de moins de 15 ans qui représente 47% de la population. D'ici 2050, la moitié de la croissance démographique mondiale sera africaine. Quand on prend l'utilisation des... Là, c'est ma connexion. Bon. Pardon. C'est bon, je suis en ligne, là? C'est bon, oui. Allô? Oui, ok, super. Donc, quand on prend en termes d'économie, l'Afrique est dynamique. On a, par exemple, tout ce qui est mobile money, 2/3 des transactions en monnaie mobile dans le monde se passent en Afrique. Donc, il faut que les étudiants africains comprennent que leur continent, c'est vraiment, on a pu le dire ici, c'est le continent de l'avenir et du présent. Et ça, c'est une vraie réalité. L'Afrique a des fragilités, mais l'Afrique a aussi des résiliences.
Donc, quand vous avez la chance, l'opportunité d'étudier à l'étranger et que vous nourrissez en vous la volonté de revenir au pays, il faut vous préparer pour cela, bien sûr, en vous disant que vous devez apporter à votre continent le meilleur. Okay. Maintenant, pour les femmes de façon spécifique, l'Afrique, c'est une terre d'opportunité pour les femmes. Maintenant, dans les habitudes, les femmes en particulier peuvent faire face à certaines difficultés liées au fait qu'elles sont femmes. Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes étudiantes africaines, c'est que quand vous rentrez en Afrique pour travailler, pour entreprendre, votre premier atout, c'est votre assurance, la confiance que vous avez en vous-même et le détachement que vous avez vis-à-vis de la vie, de ce que les gens peuvent penser de vous, de ce que la société peut penser de vous. Merci. Merci. Dans cette même veine, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est important d'acquérir une première expérience en France avant de retourner ou on peut directement se lancer en France? Alors, je pense que c'est important d'acquérir une première expérience, enfin, ses premières expériences professionnelles en Occident. Quand on a l'opportunité d'étudier en Occident, je pense que c'est bien de prolonger et de travailler un peu. L'idée, c'est quoi? C'est de renforcer votre assurance, d'acquérir une certaine méthode de travail, de la rigueur, de la précision, élargir aussi votre carnet d'adresses, vous construire un réseau sur place là-bas en Occident avant de rentrer en Afrique. Parce que si vous rentrez tout de suite après votre diplôme, vous n'avez pas de référentiel de comparaison. Et il faut faire attention parce que l'Afrique, ça peut être un environnement quand même challengeant. Et quand vous venez de l'extérieur, ne pensez pas que... Alors, on va vous dérouler le tapis rouge. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes recruté, il y a la vie de l'entreprise et vous pouvez faire face à des difficultés liées au fait que vous venez de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est bien de renforcer votre assurance, de renforcer votre confiance, de construire votre réseau et ensuite de rentrer. Maintenant, je pense que il faut rentrer au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Donc, pas trop tôt, j'ai répondu. Pas trop tard parce que l'Afrique a ses codes. Okay? L'Afrique a ses codes. Il y a une façon de faire, il y a une façon de penser. Quand vous restez trop longtemps en Occident, à partir de certains moments, c'est difficile pour vous de vous réadapter. OK? Et c'est difficile pour vous de vous réadapter. Et en plus, vous êtes déconnecté des réalités, vous êtes déconnecté, vous avez perdu vos amitiés d'avant, vous ne connaissez personne. Donc, il ne faut pas rentrer trop tôt ni trop tard. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur mon père, j'ai une question aussi pour vous. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi la prêtrise. Alors, en fait, je suis issu d'une famille profondément catholique. Et je crois que de tradition déjà, j'étais dans cette dynamique-là. Et en voyant des missionnaires français exercer dans notre pays et dans mon diocèse, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire comme eux? Et je crois que tout est parti de là. Et mes parents étaient investis aussi dans les activités paroissiales, donc ce qui permet aussi de soutenir ma vocation. Merci. Aussi, vous pensez que vos études en lettres vous ont aidé dans ce cheminement ou pas du tout? En fait, les études en lettres m'ont permis d'être davantage rassuré dans l'enseignement des lettres, puisque j'avais fait toute ma formation déjà au Bénin avant de venir à l'UCO pour étudier. Mais ce que j'ai acquis à l'UCO m'a permis vraiment d'être davantage actif et de répondre davantage aux exigences
de la formation des jeunes dont j'avais la responsabilité. Le fait de savoir que j'ai fait des études supérieures, que j'ai des diplômes dans ce domaine, était une garantie pour aider ces jeunes-là. Et c'est ainsi que nous avions des résultats performants. Et sur plusieurs années, nous avons eu 100% au bac. Alors, je reprends les questions. Et ma prochaine question s'adresse à vous, Monseigneur. Je sais que vous organisez prochainement au Bénin les journées diocésaines de l'orientation. Donc, on fait quelques pas en arrière. On parlait d'entrepreneuriat, de projets professionnels, de retour au pays, même pour certains. L'orientation, c'est une problématique qui est fondamentale en Afrique, qui est une problématique qui se pose plutôt à nos étudiants français également. D'après vous, en quoi l'orientation post-bac, mais pourquoi pas tout au long aussi du cycle de licence, peut jouer non seulement un rôle émancipateur, mais peut aussi participer justement à nourrir des projets impactants en termes de développement? Merci. J'estime que ce n'est pas toujours évident de faire les bons choix aussitôt après le bac. Et il faut être éclairé, il faut être accompagné pour discerner et faire le bon choix. Je sais qu'il y a les journées de l'orientation au Bénin, mais il y a aussi la chère cardinale Gantier au Bénin qui s'investit dans l'accompagnement des jeunes pour le discernement post-bac. Et il vaut mieux discerner assez tôt, faire les bons choix pour ne pas se perdre plus tard dans une multiplicité de choix à faire. Et j'estime qu'une fois que le choix est bien fait dès le départ, la question de l'entrepreneuriat ne se posera plus tard. Moi, j'ai envie de vous poser une question que je n'ai pas préparée, mais que la nature des propos m'inspire. J'ai envie de poser une question un peu à front renversé, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de la mobilité de jeunes étudiants africains qui rejoignent une université en France, et particulièrement l'université catholique de l'Ouest, dans ce que ça a de bénéfique et de projets impactants pour leur service, pour le service du pays dont ils proviennent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi poser la question à front renversé, c'est-à-dire que est-ce que vous estimez l'un et l'autre, dans les parcours qui sont les vôtres et dans les responsabilités qui sont les vôtres, qu'être un étudiant français, un étudiant européen, dans une université comme la nôtre, est-ce que vous pensez que nos étudiants peuvent trouver en Afrique l'opportunité, l'occasion, la ressource, la possibilité de vivre quelque chose, alors peut-être pas qui contribue à leur diplomation, mais qui contribue à leur formation intégrale, générale, globale, et qui leur permet d'aussi affiner leur projet professionnel et en tout cas la contribution qui est la leur au bien commun du pays dont ils proviennent, à savoir la France et plus généralement le continent européen. C'est-à-dire que là, on réfléchit essentiellement dans une destination qui est venir en France pour se former et repartir en Afrique, mais réciproquement, est-ce qu'il n'y a pas une plus-value à envisager, quand on a 20 ou 22 ans, d'aller vivre une expérience de formation, pas nécessairement diplômante, mais laquelle, pour quelle plus-value et pour quel bénéfice auprès de notre pays et de notre continent. Donc il n'y a pas d'ordre dans les réponses. Monseigneur, Déborah, enfin, si l'un ou l'autre a envie de se saisir de cette question, est-ce que vous pouvez? Ok. Alors, en fait, je pense que les échanges, enfin, le fait qu'un étudiant aille en Afrique pour une expérience académique ou une expérience professionnelle, je pense que c'est bénéfique, très bénéfique pour le pays où il va et pour lui-même, parce que les échanges entre les pays renforcent la coopération entre les pays, ce qui est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde fait d'alliances. Et le fait qu'on parle la même langue, le français, je pense que c'est un atout formidable. C'est un grand plus sur lequel il faut pouvoir capitaliser. Nous avons une histoire commune et je pense que c'est très intéressant que des étudiants français s'intéressent davantage à l'Afrique. Des personnes formées en France, ou enfin, en tout cas des personnes françaises, peuvent jouer un rôle important en Afrique, peuvent jouer un rôle utile en Afrique,
et l'Afrique peut leur apporter aussi également. En fait, je pense que même intellectuellement, le fait d'être confronté à des environnements différents, à des problématiques différentes, déjà, pour parler un peu terre à terre, ça fait travailler la tête parce qu'on est souvent face à des difficultés qu'on ne voit pas là où on est et qui sont pourtant réelles, qui sont les réalités de certains pays et qui font que il faut pouvoir innover. Donc, je pense que l'Afrique est une terre d'opportunités, de réussite, de succès, que ce soit pour des étudiants africains ou des étudiants français ou européens. L'ouverture à l'autre, l'ouverture à la culture de l'autre est toujours source de richesse. Et la méfiance que nous rencontrons souvent vient du fait qu'on ne se connaît pas. Et moi, j'estime qu'aller faire une expérience en Afrique ouvre vraiment les horizons. Et cela permet vraiment d'insister davantage sur la formation humaine que j'ai mentionnée il y a un instant. Donc, le fait d'aller faire une expérience en Afrique, je pense qu'on en revient vraiment transformé et cela permet de créer des liens et d'avancer dans la vie. Moi, je serais partant pour une expérience dans l'autre sens aussi. Merci. J'ai une dernière question pour Madame Niagne. Je voudrais savoir que signifie DAIO, parce que c'est juste écrit derrière vous. Merci. OK. Alors, c'est l'entreprise que j'ai créée. Alors, c'est un mot qu'on retrouve dans plusieurs langues africaines. Quand on prend la langue le Yoruba est une langue parlée au Bénin, au Nigeria, en tout cas dans plusieurs pays. Et en Yoruba, Dayo signifie la joie arrive. Dayo signifie la joie arrive. Quand on va au Sénégal, en Wolof, Dayo signifie importance. Je te donne ton Dayo, je te donne ton importance. Okay? Quand on va en Afrique de l'Est, dans une langue appelée le Somali, Dayo signifie allez, allons-y, faisons-le. Donc, c'est un mot qui a une connotation, une signification positive, qu'on soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, même au Burkina Faso aussi. C'est un mot très positif. Donc, j'ai voulu donner ce mot-là, ce nom-là au groupe que j'ai créé, au groupe panafricain que j'ai créé, pour refléter le dynamisme, pour refléter la positivité. Je suis très afro-optimiste. Et donc, voilà un peu pourquoi j'ai choisi le mot DAIO. Voilà. Déborah, sache qu'à l'UCO et particulièrement dans la chaire Afrique, nous sommes aussi très afro-optimistes. On sait qu'une partie de l'avenir se joue déjà et se jouera encore davantage sur le continent africain pour tous les enjeux, les mutations que vous avez pu nous présenter, pour ces indicateurs démographiques aussi que tu as évoqués. Le continent le plus jeune aujourd'hui, c'est bien le continent africain. C'est aujourd'hui, tu l'as évoqué également, la zone la plus francophone du monde. Et s'il y a bien un héritage sur lequel nous devons travailler ensemble, c'est cette chance que l'on a de partager la même langue, ce qui favorise les liens culturels, économiques, éducatifs, spirituels, évidemment. Moi, ma question, désormais, c'est de se dire, voilà, tout étudiant africain, européen, français qui aspirerait à travailler ou développer des projets en Afrique, comment nous, communauté universitaire, on peut les sensibiliser justement à s'intéresser ou à tourner leur regard vers ce grand continent, et comment nous, communauté universitaire, on peut également les accompagner dans ces projets tournés vers l'Afrique. Là, c'est du conseil gratuit qu'on vous demande. Hein. Ok. Je pense que déjà le fait de mettre l'Afrique à l'honneur lors des journées pro, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est le fait de créer ces cadres d'échange entre les étudiants de l'UCO et des professionnels qui sont sur le terrain en Afrique, c'est une très bonne chose. Ça crée un lien. Ils ont des informations, parce que c'est important d'avoir des informations sur le continent africain. Les choses évoluent très vite ici.
Donc, je pense que l'UCO peut créer des cadres comme ça où les étudiants ont des informations en temps réel sur ce qui se passe sur le continent, sur les différents enjeux. Le fait d'organiser des séjours en Afrique, je pense que c'est une très bonne chose également. Et puis, le réseau, au niveau, enfin, le réseau des alumni, peut-être renforcer encore plus la partie Afrique, parce que les alumni africains ont, je pense, tous à cœur d'aider l'UCO à promouvoir. Voilà, c'était un des défis qu'elle a pu nous lister un peu plus tôt dans cette conférence. On l'a perdu pendant un bref instant, donc on va donner la parole à Monseigneur. Je voudrais d'abord insister sur le fait qu'il faut poursuivre et encourager l'accueil de ceux qui sont sur place ici, les étudiants déjà arrivés ici, et les étudiants africains qui sont déjà à l'UCO. Et c'est un premier pas. Et ensuite, il y a cette mission que j'appellerais une mission ADEXTRA, donc qui consiste à partir d'ici pour l'Afrique. Désolé, pardon. Pardon. Bon, ben, this is Africa. Hein. Oui, bon, on avait donné la parole à Monseigneur entre-temps, justement, pour, pour combler. Ok. Comment on fait? Monseigneur parle, alors. Ok. Bon, Monseigneur va reprendre la réponse qu'il était en train de nous donner. D'accord, ok. Donc, je disais qu'il y a cette deuxième dimension qui est la mission ADEXTRA, donc partir vers l'Afrique et sensibiliser davantage les étudiants. Je crois qu'il y a une démarche déjà qui se fait dans ce sens-là et je ne peux qu'encourager une telle démarche qui gagnerait à s'enraciner davantage en prenant aussi en considération les acteurs locaux, qu'ils soient des religieux ou ceux du monde, enfin des religieux ou on dirait, le monde laïque aussi. Merci. Déborah, si tu souhaites reprendre là où tu en étais. Eh bien, Déborah est peut-être partie à nouveau. Très bien. Est-ce que tu nous entends, Déborah? Oui, pardon. Voilà. Bon, ben, désolé, hein, c'est l'Afrique. Donc, si tu souhaites reprendre. Bon, je pense que tout est dit, hein, avec ce que Monseigneur Gonzalo a complété. Je pense que c'est bon. D'accord. Alors, une dernière question peut-être avant de laisser la parole à nos étudiants. Monseigneur, vous êtes un homme d'église, mais vous êtes aussi un homme de lettres. Déborah, tu es une entrepreneuse. Est-ce que vous auriez à recommander à nos étudiants une œuvre littéraire, une chanson, un film, que sais-je, un podcast peut-être même, Déborah, pour justement amener nos étudiants français et africains à s'intéresser, à embrasser et à mieux comprendre justement les réalités de votre continent? Déborah, on te redonne la parole. Ok, waouh. Alors, je vais faire 2 recommandations. Une première qui va plonger les étudiants africains, français, européens dans l'Afrique ancestrale. Ok, c'est de la littérature africaine. C'est Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir Niane, des éditions Présence africaine. C'est une œuvre littéraire qui nous plonge dans l'Afrique ancestrale avec les sagesses, et on voit l'importance de la parole. Okay. Aux étudiants français et européens qui s'intéressent au continent, ne négligez pas le volet culturel. C'est important. Exemple, en Afrique, quand un adulte vous tutoie, ça ne vous autorise pas à le tutoyer. Donc, il y a certains codes qu'il faut connaître
pour réussir son insertion en Afrique, pour réussir, pour ne pas avoir des blocages, certains codes culturels. Donc, ça, c'est ma première recommandation. La deuxième recommandation, c'est pour se mettre au courant de l'évolution économique et sociale du continent, c'est de lire des magazines, notamment le Financial Afrique. Financial Afrique, c'est un magazine en ligne qui est très intéressant, qui décortique l'actualité économique et sociale du continent avec des chiffres, avec des analyses assez pointues et qui vont vous permettre de vraiment vous imprégner de ce qui se passe sur le continent. Voilà. Merci. Des formations professionnelles obligent. Moi, je propose à l'endroit des étudiants, puisque je me suis beaucoup investi dans la poésie, de relire Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Et pour ce qui concerne la littérature africaine, je propose simplement Une vie de boy de Ferdinand Oyono, juste pour se replonger dans les réalités de l'Afrique, avec beaucoup d'humour aussi. Et nous avons besoin vraiment d'humour aujourd'hui, parce que la vie est trop sérieuse. Merci. Merci à vous deux pour ces précieuses recommandations. Et peut-être terminer, avant de passer le micro dans les rangs de cet amphi, un dernier conseil de sage, un conseil d'ancien, voilà, à tous nos étudiants qui vont très prochainement débuter leur carrière. Ça commencera par des recherches de stage, et puis plus tard un premier job. Voilà, quel serait le conseil que vous auriez à partager ce matin avec nos étudiants? Déborah. Ok, alors le conseil de sage, le conseil de matriarche, une carrière professionnelle se planifie. Okay. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez, comment vous voulez impacter les choses, qu'est-ce que vous voulez, et vraiment conduire votre carrière professionnelle par rapport à des objectifs que vous avez identifiés. Okay. Et pour ceux qui s'intéressent au continent africain, il vous faudra être très courageux parce que ce n'est pas facile. C'est un continent, c'est une terre d'opportunités, de succès, etc. Mais il y a quand même des difficultés auxquelles il faut faire face. Et pour faire face à ces difficultés et les surmonter, il faut beaucoup de courage. Comme conseil de stage, je voudrais m'inspirer d'une fable de La Fontaine, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Toutes les occasions sont bonnes pour réussir dans la vie. Et tout étudiant doit pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc pour réussir dans la vie. Autrement, quand on n'a qu'une seule corde, quand elle se casse, on ne peut pas avancer. Et j'insiste beaucoup sur la question de l'auto-formation, se former soi-même. Il y a tout l'enseignement, toute la formation qui est donnée par les parents, par les enseignants, par l'environnement. Mais quelle est notre part comme étudiants dans notre propre formation? Il y a des choses qu'on ne nous apprendra jamais, mais nous-mêmes, on aura fait l'effort par nous-mêmes de nous cultiver dans ce domaine-là. Et je crois que ça doit nous faire le plus grand bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à ces questions en table ronde. Désormais, on va vous laisser la parole, à vous, chers étudiants, mais aussi chers collègues. Je vois que certains collègues se sont mobilisés ce matin pour venir écouter nos invités. Donc, des réactions, des questions, sentez-vous libre d'intervenir, quel que soit le sujet, en rebondissant sur ce qui a été dit ou en amorçant de nouvelles réflexions. Voilà, la parole vous est donnée. Je voulais demander à Madame Déborah comment concrètement, si elle avait des exemples à nous donner, comment elle impactait l'Afrique en étant dans les assurances, si elle avait des exemples.
J'ai pas bien entendu la question. Est-ce que, je vais la reformuler. Quelqu'un peut me la répéter? Oui, super. Peut-être que la distance, justement, oui. impacte. Donc, la question de notre étudiante est de savoir dans quelle mesure le fait d'avoir fondé une société d'assurance, c'est justement quelque chose qui impacte le développement ou qui a un impact, en tout cas, en Afrique. Ok. Alors, je peux, comme il s'agit de témoigner, je peux revenir un peu plus dans le passé pour montrer que bon, c'est pas le fait on peut impacter sans forcément créer une entreprise. Quand je suis rentrée en Afrique en 2013, si vous vous souvenez, en 2014-2015, il y a eu une épidémie d'Ebola qui a touché 3 pays africains, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et moi, je travaillais pour un groupe d'assurance qui est présent dans 15 pays d'Afrique avec 22 compagnies d'assurance, vie et non-vie. Et pendant cette épidémie d'Ebola, l'Union africaine avait décidé, donc l'Union africaine c'est l'équivalent de l'Union européenne, avait décidé de déployer dans les 3 pays là, des 3 pays touchés par Ebola, des humanitaires, des volontaires, médecins, épidémiologistes, etc. et tout pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Juste à titre de comparaison, quand on prend le taux de létalité, donc c'est la probabilité pour quelqu'un qui contracte une maladie de décéder. Le taux de létalité d'Ebola, c'est en moyenne 50%. Ça peut aller jusqu'à 90%. Comparé à la COVID-19, qui, selon les statistiques aux États-Unis, au Canada, le taux de létalité là-bas tournait autour de 2%, même moins de 2%. Quand on regarde les chiffres en France, le taux de létalité de la COVID-19, c'est de l'ordre de 19%, 20%. Donc, vous comparez ça à Ebola, qui peut aller jusqu'à 90%, c'était la panique dans toute la sous-région. Les compagnies aériennes refusaient de desservir les 3 pays, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Et bien sûr, l'Union africaine, qui se prépare à envoyer 1000 médecins là-bas, avait besoin de couverture d'assurance pour ces médecins. Aucune compagnie d'assurance n'avait accepté. L'Union africaine avait eu des refus de partout. Et quand l'Union africaine s'est rapprochée de notre groupe, de l'entreprise où je travaillais, mes patrons tout de suite avaient dit non, niet, on n'y va pas, ça va être un truc risqué, 1000 personnes vont aller crever là-bas et tout, ça va être hyper sinistré et tout. Et je leur ai demandé de me donner juste quelques instants pour que j'analyse un peu plus en profondeur le risque et que je revienne avec un avis objectif. Donc, je crois qu'ils m'ont donné peut-être 48 heures et j'ai fait des recherches sur des statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Moi-même, je me suis renseignée un peu là où je pouvais sur comment la maladie se transmet, quand on envoie des humanitaires, des médecins, des gens qui connaissent la maladie, comment ils sont équipés, etc. et tout. Et j'ai aussi demandé à l'Union africaine quels sont les contingents qu'ils comptent envoyer là-bas. Donc, il y avait un contingent qui venait du Congo RDC. Au Congo RDC, ils ont souvent des événements, des incidents Ebola isolés qu'ils arrivent à régler. Donc, ils ont de l'expérience. Et donc, du coup, j'ai fait une petite analyse que j'ai présentée à mes patrons et le résultat, les conclusions, c'était bon. C'est risqué, certes, mais on peut maîtriser les choses et on peut donner à l'Union africaine les couvertures d'assurance dont elle a besoin pour protéger ces 1000 personnes qui vont. Imaginez un peu, face à tous mes patrons, ils m'ont challengé. J'ai répondu aux questions avec des statistiques, etc., et tout, avec des démonstrations, et finalement, ils ont accepté. Et donc, on a été l'assureur de l'Union africaine dans ce cadre-là. Et je me suis même rendue dans ces 3 pays, Guinée, Libéria, Sierra Leone. Et ça, c'est une réalisation dont je suis très, très fière, parce que ça,
j'étais employée, salariée, etc. Mais grâce à, disons, l'ouverture d'esprit dont j'ai fait preuve, le courage dont j'ai fait preuve, j'ai pu décanter une situation et vraiment impacter les activités de l'Union africaine à ce moment-là. Et donc, tout s'est très bien passé. On a couvert les médecins. J'avais même négocié avec des partenaires français des conditions pour les évacuations sanitaires, etc. Et tout était bien calé. On a eu, je crois, 3 cas d'évacuation sanitaire, des humanitaires qui avaient eu des accidents qu'il fallait amener vers d'autres pays, notamment une Éthiopienne qui avait eu un accident en Sierra Leone qu'on a évacuée vers la clinique La Madeleine de Dakar au Sénégal. Et franchement, après ça, je suis partie à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Et j'ai senti vraiment une très, très grande fierté dans les yeux de tout ce qu'on a rencontré là-bas. Et donc, voilà. Alors, impacter à travers l'assurance, c'est possible à tous les niveaux, en étant employé, en ayant une certaine ouverture d'esprit. Vous savez, en Afrique, le taux de pénétration de l'assurance est assez faible. On tourne autour de 2%, pendant que la moyenne mondiale est à 7%. Donc, il y a beaucoup à faire. En créant le groupe DAIO, comment j'ai impacté le continent, c'est que... Alors, le groupe DAIO, c'est le groupe de courtage panafricain créé par un Africain, une Africaine. Je pense que c'est le seul qui se positionne à cette dimension-là, parce que les autres, mes concurrents, c'est des groupes occidentaux, libanais, etc. Et tout. Donc, j'ai osé le faire. Je suis consciente que beaucoup regardent comment j'avance, beaucoup s'en inspirent. Et conscient de tout ça, je ne peux qu'avancer, quelles que soient les difficultés qui se présentent à moi. C'est bon, je vous remercie. Oui. La spontanéité de l'amphi t'a applaudi alors que j'allais le demander au micro, mais voilà. Bravo pour cette audace. Merci beaucoup. Merci. Le père Fidney au premier rang, Benjamin, a une question. Il y avait un jeune homme aussi. Voilà. Bon. Pardon. Désolé. L'expatriation, c'est pas facile pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est possible d'aider l'Afrique depuis l'Europe et comment le faire? C'est vrai que les conditions ne sont pas toujours réunies, mais il y a des expériences qui se vivent déjà dans le domaine de l'humanitaire, où des jeunes partent d'ici pour une action humanitaire en Afrique. Je crois que c'est déjà un premier pas. Maintenant, l'expatriation, il y a des conditions beaucoup plus exigeantes qu'il faut prendre en considération. Et pour compléter peut-être ta question, est-ce qu'il est possible depuis la France, c'est ça, hein, tu me corrigeras, est-ce qu'il est possible depuis la France d'initier des projets ou de soutenir des projets sans avoir nécessairement à s'y déplacer? Déborah, est-ce que tu as des illustrations, des exemples peut-être à donner? Oui, alors depuis la France, oui, c'est possible d'intervenir en Afrique. Quand je prends la collaboration entre les entreprises, par exemple pour les évacuations sanitaires ou certains produits d'assurance santé tels que la télémédecine, oui, c'est possible. On a des partenaires qui sont basés en France, qui sont basés en Turquie, avec qui on collabore très bien. Il y a des échanges entre les zones, entre les pays, et c'est possible depuis la France de contribuer. Mais moi, je le vois plus dans le sens
collaboration entre structures, entre entreprises, ou alors si vous avez une idée, une idée d'innovation qui va par exemple permettre de faciliter la mobilisation de l'épargne. J'ai parlé tout à l'heure de un de nos enjeux ici, en Afrique, ici, c'est que notre économie est fortement portée par le secteur informel. Le secteur informel, juste pour avoir une image, c'est la vendeuse de tomates qui est au marché, c'est la vendeuse de pain, c'est le vendeur de chaussures, etc. Et tout. C'est des gens qui n'apparaîtront pas dans le taux d'emploi. Okay? On a des taux de chômage assez élevés en Afrique, mais parce qu'on a pas mal d'emplois précaires, des gens ont leurs ressources financières, savent comment gagner de l'argent, mais c'est toujours dans le secteur informel. Okay? Donc, si vous avez des idées d'innovation qui peuvent contribuer à ce que l'Afrique se structure mieux, oui, c'est bienvenu. Maintenant, vous pouvez avoir un partenaire sur place en Afrique qui vous permet de mettre en œuvre vos idées. Oui. En tout cas, il y a des collaborations dans tous les sens et tout est possible à partir de la France et à partir de l'Afrique. Je vous remercie. Merci Déborah. Je me permets d'intervenir sur votre question en vous en posant une autre et en sollicitant votre réflexion. Et je parle sous le couvert de Monseigneur. On sait qu'en Afrique francophone, l'enseignement catholique ou les écoles catholiques connaissent un franc succès pour deux raisons. Le projet qu'elles ont à destination de chacun des élèves qu'elles accueillent et aussi en raison de leurs résultats académiques. Ce sont des institutions scolaires qui accueillent de plus en plus de jeunes, cette jeunesse qui est l'avenir des pays du continent africain, et pourtant, les enseignants de ces établissements-là n'accèdent pas à la formation, ou très rarement, ou avec beaucoup de difficultés. Donc l'enseignement catholique en Afrique se trouve à devoir tenir une promesse en accueillant cette jeunesse qui vient s'y former, cette jeunesse qui représente l'avenir des pays, et pourtant, il est en même temps fragilisé parce que les enseignants qui doivent assurer l'éducation et ce devenir de cette jeunesse, ces enseignants-là n'accèdent que très peu à la formation. Et donc pour nous, université catholique, mais aussi instance de formation, c'est une vraie question. Et donc la question dont il faudrait qu'on arrive à se saisir collectivement, c'est celle de notre capacité à impacter la formation des enseignants là-bas sans nécessairement se déplacer parce qu'il y a un enjeu de développement des sociétés et de développement des pays. Ça, c'est une question sur laquelle on n'a toujours pas de solution, mais si vous avez des idées, on est preneur. Et je compléterai, avant de donner la parole à Fidney, que peut-être qu'il est compliqué pour certains d'entre vous d'imaginer à quel point toutes les formations de l'UCO peuvent avoir un impact en matière de développement aussi en Afrique. Le développement, très souvent, on le voit à travers le prisme de l'humanitaire, c'est vrai, vous le disiez, mais Déborah parlait notamment de tout ce qui est mobile money aujourd'hui, les paiements qui se font par téléphone. C'est une entreprise comme Orange qui a pu développer ce genre de paiement via le téléphone sans forcément avoir de compte bancaire ou sans forcément avoir de carte bancaire dans la poche. Voilà, et c'est des choses qu'on n'a même pas en France. Donc la fintech, c'est quelque chose qui est très porteur en Afrique. Donc toutes celles et ceux qui étudient l'économie-gestion aujourd'hui pourraient très bien aussi se diriger vers ce type de spécialisation. Et des exemples, on en a plein. Des masters en développement territorial, de l'économie sociale et solidaire, évidemment que c'est un enjeu en Afrique. Le traitement, la distribution, l'assainissement de l'eau, évidemment que c'est un enjeu de développement et de santé publique en Afrique. La médiation, la conflictualité avec ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC, évidemment que c'est un sujet majeur que de pouvoir dialoguer, assurer une médiation interethnique, interreligieuse, interculturelle. Donc, vous ne l'imaginez peut-être pas, mais vos formations ont un réel impact et en tout cas répondent, même si on ne les a pas forcément pensées pour cela, eh bien, elles ont un intérêt et un impact dans le développement des territoires, et notamment africains.
Merci pour la parole donnée. Je commencerai par dire, nous qui venons d'Afrique, qui connaissons, qui vivons par exemple de la chasse et de la cueillette, mon grand-père me disait souvent, lorsque vous allez à la chasse, ou lorsque vous vous préparez à aller à la chasse, et que vous voyez d'autres venir avec des gibiers, cela vous encourage à partir. Ceci pour dire, c'était un bonheur pour nous ce matin de nous retrouver avec des anciens étudiants de l'UCO, avec un parcours aussi élogieux. Nous qui sommes encore en train d'étudier pour dire, on est capable de faire aussi quelque chose, et c'est encourageant. Et je voudrais d'abord vous remercier pour ce témoignage qui nous donne la force, nous qui sommes encore sur les bancs de cette université. Alors, le thème qui nous rassemble ce matin, qui est celui de développer des projets à impact en Afrique, parler de projet impact, ça veut dire, ça met l'homme au centre. C'est-à-dire l'homme et tout l'homme, tout ce qui concerne l'homme. Alors, je voudrais poser la question tant à Monseigneur qu'à Madame Déborah, en tant qu'homme religieux, et Déborah en tant qu'issue d'une famille chrétienne, quelle est la place aujourd'hui de l'Église en Afrique dans ce développement à des projets à impact? Merci. Déborah, si tu souhaites prendre la parole. Oui, alors, la question, enfin, je m'attendais à ce que la question soit quelle est la place de l'Église ou de la foi dans mon parcours. Maintenant, bon, quelle est la place de l'Église dans les projets impactants? Bon, l'Église catholique, pour ce que je connais, l'Église catholique œuvre énormément dans l'éducation. Ce que l'Église catholique fait en Afrique, c'est juste formidable en matière d'éducation. Dans nos différents pays, bon, j'essaie de voir un peu l'accent, je pense que c'est le Cameroun, bien Afrique centrale. Je me trompe? Afrique centrale du Gabon. Vous m'entendez? Effectivement, du Gabon, Afrique centrale. Du Gabon, ok, très bien, voilà. Alors, dans nos pays, on sait que quand on compare les niveaux des élèves, les élèves qui sortent des établissements confessionnels catholiques sont les mieux formés. Donc, aujourd'hui, la place de l'Église catholique dans le développement de l'Afrique, c'est surtout au niveau de l'éducation et je dirais aussi au niveau de la médiation lorsqu'il y a des conflits politiques, militaires. L'Église catholique joue un rôle important pour apaiser les cœurs, etc. et tout. Merci. En fait, l'Église catholique vise la promotion de l'homme et la promotion de tout homme. Et l'impact de l'Église dans le développement aujourd'hui se manifeste par ce qu'elle propose à la jeunesse dans l'enseignement catholique et dans l'entrepreneuriat. Et l'Église a le devoir aussi de se mettre à jour. Parce que ce que nous voyons actuellement, bien sûr, il y a la formation classique, mais il y a des formations diversifiées et plus spécifiques dans le domaine de la technologie, dans le domaine technique, dans le domaine agricole. Et nous devons être à la hauteur de ce qui est attendu pour les jeunes. Et c'est ainsi que, en sortant du parcours classique, nous avons créé des lycées techniques, des lycées techniques agricoles catholiques. Et du coup, cela a un impact sur la formation des jeunes et une certaine crédibilité aussi pour les structures que nous mettons en place. Nous voyons comment le gouvernement béninois aujourd'hui essaie de donner des formations spécifiques à la jeunesse. Et nous disons que nous ne pouvons pas rester en marge de tout ce qui se fait. Et c'est pour cela que nous avons nous aussi voulu créer. C'est vrai que ça a commencé, ça n'a pas commencé dans tous les diocèses, mais il y a quelque chose qui se fait déjà. Et c'est une garantie. Merci. Voilà, dernière question.
Je vous remercie d'abord pour la parole qui m'est laissée. Ma question s'adresse principalement à l'évêque, ainsi qu'aussi à Madame Déborah. C'est comment nous, jeunes de la diaspora, pouvons apporter des solutions innovatrices et encourager peut-être le développement local de notre économie, que ce soit l'économie béninoise ou l'économie africaine en général. Merci bien. En fait, c'est d'abord une question de prise de conscience de ce que l'on fait, ce que l'on accomplit aujourd'hui, en vue de l'avenir. Je suis étudiant et je prépare mon avenir. Mais je ne peux pas préparer cet avenir-là tout seul. C'est en lien avec les autres. Et en pensant aussi à ce que je vais faire plus tard, en pensant aussi à mon pays d'origine et comment développer ce pays d'origine-là. Donc, je travaille en fonction de ce que j'envisage pour l'avenir. Je me forme en fonction de ce que j'envisage pour l'avenir, le développement de mon pays. Prenons aussi en compte le fait que j'ai peut-être des ressources limitées, mais comment affronter ces difficultés de ressources limitées et comment m'investir davantage plus tard dans mon pays sans oublier mes racines. Déborah, souhaites-tu ajouter une réponse? Oui, alors la réponse de Monseigneur Gonzalo est juste parfaite. Alors, ce que je peux dire pour compléter, c'est parler de mon propre parcours. Je pense, pendant que j'étais étudiante à l'UCO, je voulais vraiment absorber, prendre tout, parce que j'étais consciente qu'il fallait que je retourne à un moment donné en Afrique. C'était vraiment dans mon plan. Et donc, l'idée pour moi, c'était déjà de réussir mes études et d'embrasser une certaine polyvalence. Quand il s'agissait d'effectuer un semestre d'études à l'étranger, j'ai choisi Hong Kong parce que je voulais découvrir un autre continent. J'étais convaincue que ça allait enrichir mon background et ça a été vraiment très bénéfique. Aujourd'hui, le plus gros deal assurantiel, un des plus gros deals assurantiels réalisés sur les 3 dernières années en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est un des plus gros. Il concerne le pipeline Niger-Bénin, donc tout le pipeline qui transporte le pétrole qui est extrait au Niger vers les côtes, le littoral béninois pour être exporté. Faut dire que j'ai travaillé sur les polices d'assurance de ce gros projet. Mes interlocuteurs étaient chinois et j'étais très à l'aise parce que le séjour que j'ai passé à Hong Kong m'a permis de casser une certaine barrière et de me positionner vraiment d'égal à égal, sans complexe, être à l'aise, etc. et tout. Et je connaissais vraiment certains codes culturels qui m'ont facilité l'acquisition de ce gros business. Il y a la pratique de l'anglais aussi. Certaines grosses affaires se négocient en anglais. Donc, l'UCO, en tout cas à l'époque, on avait passé le TOEFL, on avait passé le TOEIC. Il y avait un accent vraiment mis sur la pratique de l'anglais. Profitez au maximum, prenez tout ce que l'UCO vous offre, les projets de programmation informatique, prenez tout parce que plus tard, pour vraiment impacter votre continent, pour écrire votre histoire commune avec le continent africain, il faudra vraiment avoir des atouts assez intéressants et utiles pour le continent. Je vous remercie. Donc je me dois maintenant de reprendre mon rôle de modérateur et de maître du temps, et donc de clôturer, quand je vois le temps passer, cette table ronde. Je vais redonner la parole à Pierre Huskla pour un mot de conclusion. Ce que je souhaitais dire pour ma part, c'est qu'on a tenté ce matin, dans le cadre des Jours Pro, de vous amener à la rencontre, ou pour les étudiants africains, aux retrouvailles avec ce vaste continent, cette terre de défis et cette terre de promesses. Donc évidemment, un grand merci à nos témoins,
Un grand merci à tous les étudiants qui se sont rendus disponibles ce matin. Et notre première victoire, je pense, au-delà de cet événement, c'est que cette rencontre, elle se fasse aussi dans nos classes. Et de voir aujourd'hui des étudiants français partager un banc avec un étudiant africain, bah, la rencontre, elle a déjà opéré, finalement. Et donc, c'est dans votre quotidien d'étudiant que vous allez pouvoir encore nourrir ces relations avec l'Afrique, que vous allez encore pouvoir apprendre sur l'Afrique, et vous, étudiants africains, sur la France et sur l'Europe de manière générale, et qu'on pourra vous donner tous les conseils les plus précieux. Les initiatives et les projets partiront de vos propres initiatives et de votre propre audace. Donc merci d'être venu et je redonne la parole à Pierre Huskla. Merci Monseigneur, merci Déborah. Moi, il me vient naturellement 3 mots pour conclure cette rencontre. Courage, confiance et ambition, s'engager pour et avec l'Afrique, c'est possible, c'est bien et c'est beau et ça vaut le coup. Je vais lire maintenant un petit texte d'un mécène, un mécène principal de la Chaire Afrique qui nous soutient. Un texte écrit par M. Legarda, qui est un investisseur à réussite en France, mais aussi un investisseur en Afrique, qui est un amoureux inconditionnel de l'Afrique et qui nous soutient dans nos projets. Et donc, fort de sa sagesse, de son expérience et de sa motivation, de son amour de l'Afrique, il avait envie de vous livrer ce petit texte, cette petite invitation qui est une continuité naturelle à nos échanges. Chers participants aux journées professionnelles de l'Université catholique de l'Ouest, bien que je ne puisse être présent parmi vous aujourd'hui, je souhaite partager quelques réflexions sur l'importance cruciale des échanges d'étudiants entre l'Afrique et la France. Ces échanges ne sont pas seulement des opportunités académiques, ils représentent également une passerelle vers un avenir commun. Les pays africains connaissent une croissance rapide et des innovations dans les secteurs technologiques et entrepreneuriaux. Cette dynamique crée des opportunités pour des échanges éducatifs. Pour les étudiants africains, pour étudier en France ou ailleurs en Europe, représente une occasion unique d'acquérir des compétences et des diplômes reconnus à l'international. En revenant chez eux, ces étudiants qui ont donc étudié en France ou en Europe apportent non seulement leur savoir-faire, mais aussi une vision élargie qui peut contribuer au développement de leur pays. Ils deviennent des agents et des acteurs du changement, capables d'influencer positivement leur environnement professionnel et social. De l'autre côté, les étudiants français qui choisissent de s'engager dans des programmes d'échange avec l'Afrique découvrent un continent riche en diversité culturelle et en opportunités. Cette immersion leur permet de développer une compréhension approfondie des enjeux africains tout en élargissant leur réseau professionnel. En s'ouvrant à l'Afrique, ils acquièrent également des compétences interculturelles essentielles dans un monde globalisé. Ces échanges jouent un rôle clé dans le renforcement des relations entre la France et les pays africains. En collaborant sur des projets communs, nous pouvons créer un impact durable qui transcende les frontières géographiques. En conclusion, je vous encourage et je vous invite tous à continuer à promouvoir ces initiatives d'échange. En gardant à l'esprit cette phrase d'Amadou Koné, auteur ivoirien, et je cite, « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. » Nous devons saisir chaque occasion d'apprendre, et c'est en relevant ces défis que nous construirons un avenir prometteur, riche en découvertes et en réussites partagées. Chaque étudiant qui part ou qui accueille un camarade d'un autre continent devient un ambassadeur de la coopération internationale. Soyez fiers de votre engagement envers ces valeurs essentielles. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où l'Afrique et la France prospèrent main dans la main,
tirant parti de leurs forces respectives pour relever les défis mondiaux. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre passion à faire avancer ces échanges si précieux. Avec mes vœux de réussite pour vos initiatives et votre réussite à venir, Henri Legarda. Merci à lui, merci à vous, et je vous donne un dernier rendez-vous. Pour ceux et celles qui le veulent, et puisque ce projet est une vision de service du bien commun, nous vous invitons, et nous aurons la joie qu'elle soit présidée par Monseigneur Gonzalo, de vous accueillir et de vous retrouver à la messe qui a lieu à 12h30 à la chapelle Saint-Thomas. Bonne suite de journée.